Et puis j'ai le grand plaisir d'accueillir toujours dans ces réflexions prospectives quelqu'un qui est habitué un habitué de nos universités, qui est Raphaël Bourouma. Vous le voyez de plus en plus à la télé, Raphaël, et il est très investi, il est docteur en sciences politiques. Patrice ne sera pas là, donc tu as la responsabilité de nous brosser un petit peu un panorama de l'état des réflexions des économistes qui sont très présentes dans le débat. Donc Raphaël, merci d'être là et à toi la parole. Merci beaucoup, merci à la Fondation E5T pour son invitation. Alors je n'ai pas la prétention de représenter tous les économistes, ni de France, ni d'Europe, puisque ce serait une mission impossible. Donc moi, je vais vous parler de transition énergétique. Alors pour dresser le décor, depuis environ plusieurs décennies, 3/4 de l'énergie mondiale est d'origine fossile et 2/3 de la production d'électricité est également fossile et carbonée. Donc du coup, on a utilisé à peu près 80% de ce qu'on appelle le budget carbone de la planète, qui représente 2900 milliards de tonnes de CO2. On en a utilisé 2300. Donc si on regarde le niveau des émissions de CO2 de 2017, il nous reste à peu près 15 ans pour agir. Ça, c'est pour l'état des lieux. Et maintenant, je vais présenter des solutions pour qu'il n'y ait pas de stress écologique et qu'on voit qu'il y a des solutions à mettre en place et qu'on peut tout à fait s'en sortir d'ici les prochaines années. Alors effectivement, le débat sur la décroissance pendant de nombreuses années a été d'actualité. Moi, je pense qu'il faut plutôt casser le lien entre croissance économique et émissions de CO2. Et pour casser ce lien, il faut investir sur ce qu'on appelle les infrastructures vertes. En gros, il ne faut pas parler de coûts de transition énergétique dans le monde, mais plutôt d'investissement dans la transition énergétique. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est que cet investissement au niveau mondial, il doit être à peu près de 60 000 milliards de dollars. Ça veut dire à peu près une année de PIB mondial. Donc il faudrait investir une année de PIB mondial, à minima 60 000 milliards de dollars, sur ce qu'on appelle les infrastructures vertes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on va trouver 60 000 milliards de dollars ? Et en fait, le problème, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question d'allocation des ressources. C'est vrai au niveau mondial, au niveau européen et aussi au niveau français. Si vous regardez ce qu'on appelle le marché des obligations vertes, ou même des prêts verts, quand on regarde les obligations vertes que les Anglais appellent les green bonds, ça représente à peu près 2% des obligations financières mondiales. Donc la finance durable ne représente qu'une niche sur la globalité de la finance, puisque les gens préfèrent effectivement investir sur les marchés financiers qui ont des effets de levier plutôt que dans des infrastructures ou via des obligations vertes. Donc, il faut essayer de développer la finance durable, à la fois obligations vertes et prêts verts. Les prêts verts, green loans, eux, représentent à peine 15% des prêts au niveau mondial. Et donc, l'idée, c'est de proposer une notation écologique des institutions financières, banques, sociétés d'assurance et gestionnaires d'actifs. Une notation écologique, c'est le fait de dire qu'il faudrait noter en fonction des comportements écologiques les institutions financières pour les inciter à ne plus investir dans les énergies fossiles, mais plutôt dans ce qu'on appelle les activités vertes. Alors la France est un petit peu leader dans ce domaine. Au niveau européen, il faudrait qu'on définisse ce que c'est qu'une activité verte, ce que sont que des actifs verts, donc il faudrait une taxonomie commune. Mais l'idée, elle est bien non seulement d'avoir une finance verte, mais d'avoir une finance dépolluée. C'est-à-dire qu'avoir des investissements verts, c'est bien, mais continuer à investir dans des fossiles ou subventionner les énergies fossiles, comme c'est le cas à hauteur de 400 milliards de dollars en 2018, ça reste une impasse. Puisque quand vous subventionnez les énergies fossiles, c'est comme si vous aviez un prix négatif implicite du CO2. C'est-à-dire qu'en fait, en subventionnant des fossiles, vous rémunérez le fait de polluer. Donc c'est encore pire que de ne pas avoir de prix du CO2. Alors, évidemment, avoir un prix du CO2, ce serait encore mieux, et c'est indispensable pour justement allouer les ressources vers des actifs verts et puis désinvestir des actifs polluants. Au niveau européen, le marché du CO2 fonctionne un tout petit peu mieux depuis quelques années. Donc ça, c'est un point positif. Il a atteint un niveau où il vaut mieux, c'est plus rentable d'investir dans du gaz pour produire de l'électricité que dans du charbon, mais il n'est pas encore suffisamment haut pour orienter les investissements vers des nouvelles technologies bas carbone. Donc il y a encore du boulot au niveau du marché du CO2 en Europe, et le surquota, vous savez, il y a toujours eu un problème de quota excessif, représente 1 an d'émissions, c'est-à-dire 1655 millions de tonnes. Donc on a encore un problème, il faut réformer ce marché. Alors là, je ne vais pas débattre de est-ce qu'il vaut mieux une taxe ou un marché de CO2. Il y a en gros dans le monde 25 systèmes de taxes CO2 et à peu près 26 marchés de quotas.
En tout cas, si on lance un système de fiscalité climat, il faut que la France n'hésite pas à tirer les leçons des expériences étrangères. On ne peut pas lancer une fiscalité climat sans que ça s'inscrive dans une réforme globale de la fiscalité. Il faut, quand vous imposez une taxe carbone, réduire d'autres impôts et faire en sorte que l'impact soit neutre sur le pouvoir d'achat des citoyens, puisque sinon vous avez les effets qu'on a pu connaître en France fin 2018. Et il faut qu'il y ait des contreparties à la hausse du prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que les ressources qui sont tirées de la taxe carbone soient réinvesties dans la transition écologique, les services collectifs nouveaux, la rénovation énergétique des bâtiments. On a vu qu'il y avait un potentiel énorme dans la rénovation énergétique des bâtiments, aussi bien au niveau français qu'européen. Et il faut qu'il y ait une communication transparente sur l'utilisation des ressources. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une fiscalité climat qui tienne compte de ces enjeux et d'avoir une notation écologique des banques qui fasse en sorte que les investissements soient orientés vers les infrastructures vertes. Alors, on a ce qu'on appelle la Banque européenne d'investissement en Europe. Il faudrait en faire une banque du climat, c'est-à-dire lui donner une sorte de mandat formel pour qu'elle puisse investir dans des infrastructures vertes et que ça crée aussi des effets de levier avec le secteur privé, parce qu'il faut arrêter d'opposer investissement public, investissement privé. On a besoin de tout le monde, et un des slogans de l'université d'été, c'était de dire que la transition énergétique, c'était l'affaire de tous, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé en matière d'investissement. Alors, le problème par rapport à la finance verte aussi, c'est que si elle ne se développe pas suffisamment, c'est parce que ce qu'on appelle le risque climatique n'est pas suffisamment considéré comme un risque financier. Or, le risque climatique est un risque financier. Le problème, c'est que les chercheurs en finance, dont je fais plus ou moins partie, n'ont pas encore réussi à modéliser ce risque climatique. C'est-à-dire qu'il recouvre beaucoup de choses. Il recouvre 3 types de risques et plus le temps passe, comme vous le savez, plus le risque climatique a des effets importants. Donc, quand on va réussir à la modéliser dans son intégralité, là, on modélise partiellement le risque climatique. Ça va être un moyen d'avoir une approche par scénario pour les entreprises et de comprendre l'impact que ça aura sur leurs actifs. Donc, notation écologique d'un côté, fiscalité climat ou marché carbone de l'autre sont des pistes intéressantes. Et j'aimerais insister aussi sur le rôle aussi des réseaux. Quand on a libéralisé le secteur de l'énergie, on a beaucoup pensé production. Et on a sous-estimé le rôle des réseaux dans la transition énergétique. Les réseaux, c'est fini l'idée de réseau avec architecture descendante, où on aurait un système de production d'électricité centralisé. Avec l'autoconsommation individuelle et collective, on a des réseaux qui sont de plus en plus des modèles éclatés en grappes de micro-réseaux. Et si on regarde le cas de la France, il faut substituer ce qu'on avait comme optimisation nationale, grâce aux gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, par une agrégation d'optimisation locale. Et comme le thème de l'université d'été parle des territoires, c'est grâce au réseau que vous aurez une possibilité de faire monter en puissance le rôle des territoires dans la transition énergétique, puisque ce sont les réseaux qui vont mutualiser les productions locales et qui vont permettre aux territoires, avec des objectifs identifiés, d'atteindre les objectifs de la transition énergétique. Sachant qu'avec la digitalisation du secteur, on va multiplier par environ 4000 les données dont on va disposer sur les usages électriques en France, et donc ça va permettre, en digitalisant le secteur, de piloter cette transition énergétique. Comme il ne reste que 2 minutes 8, je vais terminer en disant que je voulais vous parler des bâtiments, en disant qu'effectivement la rénovation énergétique des bâtiments était un peu l'angle mort des politiques climatiques. Donc, au lieu de raisonner simplement sur l'offre, comme on l'a toujours fait en disant il faut une approche européenne, des mix de production électrique, sachant que les pays ne se mettent jamais d'accord, on pourra avoir un plan Marshall de la rénovation thermique des bâtiments au niveau européen. Et ça permettrait de gagner beaucoup de réductions en termes d'émissions de CO2, évidemment, puisque si vous regardez avec le cas de la France, les émissions de CO2 dans le bâtiment n'ont baissé que de 1% entre 2009 et 2016, malgré un investissement de 5 milliards d'euros par an. Donc il y a bien ici un levier très important qu'il faut saisir. Et en plus, c'est un peu lié à ce souci de précarité énergétique. Vous ne pouvez pas mener la transition énergétique sans tenir compte de la précarité énergétique qui concerne à peu près un citoyen européen sur 7. Donc en rénovant énergétiquement les bâtiments, c'est aussi un moyen de réduire le nombre d'épaves thermiques et donc de renforcer la possibilité pour les citoyens en précarité énergétique d'avoir une part du budget qui est moins consacrée à l'énergie. Parce que si on fait la transition énergétique sans l'adhésion des citoyens,
ce sera une impasse à la fois politique et économique, et on n'aura des résultats ni écologiques ni économiques. Et je pense que la France doit s'inspirer d'exemples comme la Suède, comme la Suisse, comme la Californie, le Québec, la Colombie-Britannique, pour voir qu'on peut avoir une fiscalité climat qui fonctionne. Donc voilà. Là, il reste 34 secondes. Donc maintenant, je vais simplement terminer en disant qu'on disait que la transition énergétique, c'était l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, et d'autant plus, c'est l'affaire des GAFA, puisque Internet représente 4% des émissions mondiales de CO2, bien devant le secteur du transport aérien. Et comme les GAFA sont maintenant les plus grandes capitalisations boursières au monde, devant les énergéticiens il y a quelques années, c'est à elles de prendre leurs responsabilités. Donc parler de blockchain, de développement du digital, tout ça c'est bien. D'ailleurs, je n'ai pas fait de slide pour économiser un peu d'électricité et d'énergie. C'est un moyen d'impliquer les GAFA devant leurs responsabilités. Merci à tous.